Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être présents ce soir. Ça fait plaisir de vous voir. Chaque marque de confiance en l'avenir favorise l'emploi. Voilà le sujet de notre rencontre ce soir. Dans ce contexte sanitaire économique si particulier, c'est possible d'aller de l'avant, d'avancer, de rebondir, d'innover. Et c'est souvent dans les temps difficiles que justement, on va être le plus audacieux, le plus innovant, le plus créatif. Vous en êtes déjà peut-être déjà conscience. Vous en avez déjà, peut-être déjà confiance. On dit aussi souvent que c'est dans l'échec que l'on trouve des solutions, que l'on va de l'avant. Et nos trois invités ce soir en sont la preuve. Ils vont justement vous donner les clés pour garder le cap, être optimiste et aller de l'avant dans ce contexte bien particulier. D'abord, Capucine Trochet. Bonsoir Capucine. Capucine Trochet, c'est une navigatrice hors pair. La première phrase de son livre « Taratari », que j'ai là d'ailleurs et qui est publié aux éditions Artaud, commence justement par « Quel échec ?» Et oui, c'est finalement après un bel échec qu'elle va réussir un grand exploit. Alors, oui, il y a mon micro qui bug. Est-ce que ça va? Vous m'entendez mieux? Voilà. C'est justement après finalement un échec qu'elle va réaliser un grand exploit. Lequel? Celui de parcourir un demi-tour de monde à bord de son bateau Taratari. C'est un tout petit bateau, un bateau de pêche du Bangladesh, fait à partir de toile de jute, qui est sans moteur, sans ordinateur, bref, il n'y a rien de superflu. Elle ne peut même pas tenir debout dedans, et elle va quand même réussir un exploit, celui de traverser justement le tour du monde. Elle reviendra sur cette belle traversée et sur les leçons humaines que ça lui a apportées. À mes côtés, il y a Georges Fernandez, bonsoir, et puis Jean-Michel Diaz. Tous les deux sont amis dans la vie depuis plus de 30 ans, ils se connaissent parfaitement, ils partagent les mêmes locaux, ont deux activités par contre différentes. Jean-Michel d'abord est à la tête de MISP, une jeune société de nettoyage d'entreprise composée de 75 personnes. Et puis voilà, il y a Georges qui lui dirige MISM, une société spécialisée en serrurerie et chaudronnerie en cale sèche, avec une trentaine de salariés. C'est ça? Et ensemble, pendant le confinement, vous avez uni vos forces pour monter un projet un peu fou, celui de créer une borne de désinfection à pédales. Ils viennent de vendre leur 1000e modèle, un succès. On reviendra justement sur cette unité et comment ça vous a permis de rebondir pendant le confinement. Et puis enfin, Yann Trichard, qui est à côté de moi, qui est donc le fondateur de CISE et puis président de la CCI Nantes-Saint-Nazaire. Bonsoir Yann. Capucine, d'abord, je voudrais commencer par vous. À 27 ans, vous avez décidé de tout quitter, Paris, boulot, pour avoir un objectif en tête, celui de faire une mini-transat, une traversée de l'Atlantique en solitaire et sans insistance sur un bateau de 6,50 mètres, le Graal des marins, finalement pur et dur. Vous commencez votre entraînement, mais rapidement vous vous blessez, vous faites opérer 1 fois, 2 fois, 3 fois. La descente aux enfers commence, jusqu'à l'hospitalisation pendant 7 mois à Kerpap, dans un centre donc, de rééducation en Bretagne. Ces 7 mois douloureux, finalement, ont été capitales pour la suite de votre vie et elles ont changé, finalement, le cours de votre vie? Oui, en effet, moi, j'avais déjà je m'étais jetée à l'eau en osant changer de vie, quitter. Je travaillais au Figaro à Paris, donc j'ai vraiment fait ce premier pas de changement, d'oser une aventure, et les blessures me coupent tout ça. Et c'est pendant ces 7 mois où je ne pouvais plus bouger du tout, aucune articulation, j'étais en fauteuil roulant électrique et je pouvais ni me laver ni me nourrir toute seule, que j'ai dû entendre les médecins me dire la course au large, qui est un sport de haut niveau, c'est fini, oublie, tu ne pourras pas naviguer. Et pendant ce temps-là, où j'ai été bloquée, contrainte avec tout ce qui va autour, c'est-à-dire je m'étais endettée pour acheter mon bateau de course, j'ai réfléchi, je me suis calée l'essence même de mon projet.
et c'était d'aller vivre quelque chose de fort en mer. Donc pendant tout ce temps-là, à l'arrêt, j'ai réfléchi, je me suis concentrée sur le fondement, sur l'essence même du projet, qui était de vivre quelque chose de fort en mer. Et pour cela, la course au large n'était pas forcément la seule et unique option. Il y avait d'autres choses, donc il a fallu défricher un peu et j'ai fait cette rencontre de Taratari, ce petit bateau qui était finalement l'alternative idéale. Donc vous avez complètement remodelé finalement votre modèle et votre projet initial pour pouvoir aller partir sur Taratari. Donc ces 7 mois ont été utiles. Puis après, il y a eu les 3 mois de préparation justement sur le Taratari qui a permis à la fois de reconstruire Taratari qui était dans un sale état, vous le disiez, vous allez le dire tout à l'heure, et surtout vous-même aussi, vous étiez un petit peu dans un sale état à cause de vos blessures. Ces 3 mois de préparation ont été utiles pour la suite de votre projet ? Oui, on va dire que je suis sortie d'un centre de rééducation absolument pas rééduquée parce que j'étais dans le flou médical absolu. On m'a diagnostiqué éventuellement une sclérose en plaques ou d'autres choses. Il n'y avait aucune chose qui correspondait bien. Donc le médecin m'a dit on ne sait pas de quoi as-tu besoin. J'ai dit de respirer, de prendre l'air. Donc on a convenu que je sortais de là. Et j'ai été retrouver Taratari que j'avais fait venir, donc j'étais en fauteuil roulant, et je me suis mise à retaper ce petit bateau qui ne pouvait plus naviguer, qui prenait l'eau. Et j'ai commencé avec un chiffon à frotter la coque, ce qui était absolument pas utile et nécessaire, mais c'était finalement d'une grande utilité pour moi, parce que je commençais à me mettre en action. Il faut bien commencer par quelque part. Et en 3 mois de chantier, alors j'avais jamais fait de chantier de bateau, j'ai réussi à faire en sorte que le bateau navigue. Et peu à peu, au fil de ces jours, je faisais ma rééducation aussi. J'appelle donc ce chantier une thérapie de groupe parce que j'ai fini ces 3 mois par scier mes béquilles pour en faire des barres de flèches. C'est 2 petites choses qui permettent au mât de tenir debout. C'est un beau symbole. Un beau symbole que j'ai absolument pas vu. Moi, j'étais dans le truc concret. Il fallait un tube d'un diamètre précis. J'allais chercher même à la déchetterie partout. Parce que je n'ai fait qu'avec de la récup vu que je n'avais rien. Et j'aime penser que quand on n'a rien, au moins, on est obligé d'être créatif puisqu'il faut trouver les choses. Et donc, ces 3 mois-là m'ont permis de préparer ce bateau qui, en fait, finalement, flottait. Et moi, je remarchais un peu. Et au fauteuil roulant, j'ai préféré le fauteuil flottant. Et vous êtes très optimiste de nature pour pouvoir aller dans ce projet-là ? Je suis certainement optimiste, oui. Après, je pars du principe que tout projet peut exister à partir du moment où on le prépare bien. Et moi, je déteste l'injonction du quand on veut, on peut, parce que c'est pas vrai. Parfois, on ne peut pas. En revanche, on peut essayer parce qu'on peut réussir. Et si c'est pas d'une certaine manière, ce sera d'une autre manière. Si c'est pas ce projet-là, ce sera un autre projet. Mais on peut avancer. Et pour moi, il y a toujours une manière de se réaliser. Mais qui peut être complètement différent et de ce qu'on avait prévu. Et finalement, moi qui étais en situation d'échec, en fait, je ne sais pas si c'est un échec, mais ce qui compte, c'est le ressenti qu'on a. Moi, je me ressentais en situation d'échec. Et grâce à ça, je suis allée vers un projet qui finalement me ressemblait beaucoup mieux, beaucoup plus. Et voilà, et j'ai retapé ce bateau pour ça. Et finalement, je pense que la préparation a été utile. Récemment, Yann, dans un article dans Ouest France, vous avez affiché vous aussi votre optimisme en disant « Non, pour vous, l'économie n'est pas à terre. La crise sanitaire n'a pas touché tous les secteurs d'activité, loin de là. » Est-ce que, comme Capucine, vous êtes vous aussi d'un naturel optimisme ? Il faut y croire en l'avenir ? Est-ce que je suis d'un naturel optimiste ? Ça marche le micro, non ? On vous entend. Un peu plus fort, ça serait... 1, 2. Non, ça ne marche pas. Si, c'est bon. Bon. Je suis d'un naturel optimiste, bien sûr. Alors, par contre, après entendre cette expérience de Capucine, en fait, tout peut paraître bien fade. La réalité, moi je suis d'accord, quand on veut, on peut, c'est un petit peu facile. Par contre, ce qui est certain, c'est que la motivation, la confiance, la capacité et l'engagement sont de nature à pouvoir permettre justement de pouvoir se dépasser et de réaliser des choses qui sont assez exceptionnelles. Et c'est la raison pour laquelle je défends le fait que même dans une situation complexe comme celle-là, il y a naturellement des possibilités de rebond.
Alors d'abord, la première chose, je suis obligé de le dire, c'est qu'il n'y a pas de crise économique en ce moment. Alors ça peut paraître bizarre, mais une crise économique, ça répond à des règles extrêmement précises, dont une majeure, qui est la cessation de la circulation de la monétaire. Donc il n'y a plus de transactions possibles, puisque en fait, les banques ne se font plus confiance et ne se prêtent plus d'argent. C'est le cas typique de 2008, mais ça n'est absolument pas le cas aujourd'hui. Les banques ont de l'argent. D'ailleurs, on a pu voir dans le cadre du PGE le lancement, effectivement, et la capacité de financer et de fournir de l'argent, qui est certes garanti, mais en tout cas qui permettait d'éviter la crise de trésorerie et qui a permis de maintenir la mécanique. Donc on n'a pas ce critère, ce pilier d'une crise économique qui est les problématiques de circulation monétaire. Dès lors, on a donc une crise sanitaire à impact économique. Crise sanitaire à impact économique, il y a évidemment quelque chose, on ne peut pas le nier. Et donc cette crise induit des secteurs dans lesquels c'est très difficile. C'est très difficile, par exemple, pour l'événementiel. Là, on a une personne qui anime, et pour elle, c'est une forme de reprise, effectivement, que d'avoir ce forum économique à animer. Et pour autant, c'est un secteur qui est difficile. Dans la restauration, c'est difficile. Dans l'aéronautique, c'est difficile. Pour autant, justement, quelles sont les solutions? Et c'est là où c'est intéressant, c'est de se dire, en face d'une difficulté, j'ai donc un mur. De toute évidence, même si je veux, je ne peux pas. Par contre, avec la motivation, je vais essayer de voir comment je peux trouver des projets alternatifs. Est-ce que je peux trouver des pistes qui vont m'amener de nouvelles possibilités, de nouveaux marchés, et donc essayer de réfléchir en faisant un pas de côté. Alors c'est facile à dire, et en même temps, c'est en même temps qu'on est en train d'affronter la situation qu'il faut s'ouvrir, qu'il faut sortir, ce que vous faites ici. Il faut essayer d'aller à la rencontre de personnes pour essayer des modèles de pensée différents qui vont nous permettre de réfléchir différemment. On ne peut pas réfléchir avec une pensée unique, avec notre pensée unique, quand on est confronté à des situations difficiles. Donc il faut confronter. Il faut se mettre en face de nouvelles possibilités. Il faut ouvrir le champ des possibles. Et à ce moment-là, des pistes peuvent s'ouvrir. Et c'est ce que tu nous as expliqué, je pense, bien mieux que moi et avec un exemple concret. Et je crois que ça fait une transition pour vous. Exactement, merci pour Georges et Jean-Michel. Pareil, vous vous êtes dit, pendant le confinement, il faut trouver des solutions. Et c'est de là qu'est né votre projet. Racontez-nous. Déjà, moi, pour ma première année d'entrepreneur, je ne m'attendais pas à un tel épisode. On n'en sort que grandi, bien évidemment. Et c'est là où on se rend compte que la solidarité nantaise aussi a été forte. Et que du coup, pour notre part, quand on a commencé à se regarder, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on va faire, il ne faut surtout pas rester arrêté en fait. Et c'est là qu'on a eu l'idée de créer nos bornes, parce qu'il y avait une demande locale aussi. Les gens n'arrivaient pas à s'en procurer, il y avait des délais de 6 à 8 semaines, parce que les gens voulaient relancer leur économie. Les chefs d'entreprise, ils avaient des obligations, et il fallait aussi mettre en place des choses. Et donc du coup, avec Georges, un mardi soir, on était autour de la table et on s'est dit... qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a un client qui a appelé, je suis embêté, il me faut une borne, j'ai besoin, autrement demain je ne peux pas ouvrir. Et Georges a dit, on la fabrique, quoi. Donc on l'a dessinée un soir, le lendemain on l'a mis en production. Les équipes, elles ont commencé à nous regarder, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et du coup, on a vu les valeurs d'une entreprise, qu'elle est faite par ces hommes, en fait, et le lendemain, ils se sont tous attelés à ce projet, et on en a lancé quasiment 1000. Alors l'idée, c'était vraiment de faire que du local. Alors ce qui est marrant, c'est qu'on a rencontré des personnes comme vous. Tiens, je l'ai vu à l'école, on l'a posé la semaine dernière, d'autres au Carrefour Market, et du coup, les gens, ils se rendent compte que c'est vraiment fait en local, et c'est important pour nous que ça a vraiment servi au local et participé un petit peu à l'acteur économie. Et vous m'avez dit, en préparant cette table ronde, la vie, c'est un mouvement. Le jour où on arrête de bouger, on est mort, on arrête tout. Cette phrase, je voulais la partager avec vous ce soir. C'est très important parce que là, à la fois, il y a eu vos forces qui se sont unies, mais aussi, vous avez été en mouvement pour trouver, comme le disait Capucine ou Yann, trouver des solutions pour avancer. C'est important. Oui, de toute manière. Alors moi, je suis un sportif et j'avais Jean-Claude Suédo qui racontait au travers des Decathlon, qui m'entraînait, qui disait tout le temps dans le sport, il faut bouger si on veut proposer des solutions, si on veut avancer. Et il disait, c'est pas vrai que dans le sport, c'est vrai dans la vie. Et il n'y a pas très longtemps, il était en mauvaise santé. Et il disait, des Decathlon, tu vois, et j'ai dit, là, ça y est, le mouvement s'arrête, la vie s'arrête. Et je pense que dans le travail, c'est pareil. Un dirigeant, quand il est en mouvement, quelque part, il contourne les obstacles, il fait un pas à droite, un pas à gauche. Il est un peu visionnaire. Alors effectivement, c'est pas forcément le rôle d'un salarié, mais si on entraîne nos salariés aussi à être dans le mouvement,
l'entreprise elle avance, et une entreprise est riche avec les valeurs des hommes qui la composent. Donc quand tout le monde prend le même bateau ensemble, c'est plus facile. Ça a été le cas de Georges. Les équipes se sont mis en mouvement et on a réussi à faire ces 1000 bornes, surtout les 500 premières en un temps record, parce qu'elles ont été produites en moins de 15 jours, où il a fallu réorganiser tout l'atelier avec le laser qui était un peu défaillant. Donc on a dû honorer les commandes. Et c'est ce qui lui a permis d'ailleurs du coup d'investir dans l'avenir en changeant son laser. Bon, je pense qu'il en parlera. Oui, grâce à ça, finalement, grâce à cette initiative, vous êtes aujourd'hui plus serein et vous avez pu investir dans un nouveau laser à 600 000 €. Oui. On a, par cette demande et puis avec cette relance, on s'est dit qu'il faut préparer l'avenir. Donc, on a réinvesti dans l'entreprise parce qu'il faut avancer, quoi. Comme quoi, il faut rebondir. Il faut rebondir, oui. Au final. Capucine Trochet, je voudrais revenir aussi sur... Il faut toujours rebondir, mais parfois, il y a des moments un peu plus compliqués que d'autres. Pendant le temps de votre préparation, vous avez entendu « t'es folle, t'es une femme, tu vas jamais réussir à traverser la Méditerranée, tu vas le faire sur un tout petit bateau, t'es une femme, enfin, tout est dangereux ». Qu'est-ce que vous vous êtes dit dans votre tête ? Est-ce que je vais y arriver ? Je peux relever le défi et prouver que je peux y aller ? Alors, surtout ne pas me dire qu'il s'agit d'un défi. D'accord. Pour moi, on m'a beaucoup... Oui, tout le monde... Mes conversations commençaient tous par « t'es folle » avant même de me dire bonjour. On me parle de défi, de challenge. Pour moi, il n'y a absolument ni défi ni challenge. C'est juste une envie, un projet que j'avais envie de réaliser et j'étais sans contrainte, c'est-à-dire s'il n'y a plus de plaisir ou si je me fais peur, j'arrête le contrat avec moi-même, il était simple. J'avais envie de vivre quelque chose de fort en mer, j'avais pas envie d'aller mourir quelque chose de fort en mer, donc non, je ne pensais pas à mourir. Les gens disaient ça parce qu'ils projetaient sur eux leurs propres angoisses. Savoir que c'est un petit bateau qui a 20 cm de franc-bord, donc je suis à 20 cm assise au-dessus de l'eau ou sous l'eau selon les conditions. Mais du coup, c'est vrai que on parle beaucoup on utilise des grands mots et je pense que c'est pas forcément nécessaire parce qu'à part ajouter de la pression ou un stress là où en fait moi je n'en avais pas. Donc je répondais par un silence en me disant que je ne peux pas convaincre ces gens, donc je ne disais rien et je me suis dit à me regarder, ils s'habitueront. C'était une phrase de René Char en disant voilà, je saisis ma chance et je travaille pour ça, et puis on verra. Ils comprendront ou pas, mais moi, j'avance. Et vous avez avancé, vous avez réussi à traverser les Canaries et le Cap-Vert. Cette traversée a duré 11 jours, dont 9 jours et 9 nuits de tempête. Comment on fait pour rester serein dans ces conditions et pas avoir peur ? Alors, il y a eu donc le bateau, j'ai retapé en Bretagne, j'ai emmené à La Ciotat, on a descendu la Méditerranée, le détroit de Gibraltar dans des conditions assez musclées, puis l'Atlantique, donc avec un arrêt aux Canaries pour respecter la saison cyclonique et pas forcer les choses. Et en effet, alors à bord, je n'ai ni moteur ni ordinateur et donc pas moyen de connaître, d'avoir des informations météo. Et parfois, les systèmes changent. Là, c'est ce qui s'est passé en l'occurrence au bout de 2 jours. Un front arrive et là on ne sait pas, donc là je suis n'ayant pas de pilote automatique parce que le bateau n'a pas de quille, donc il roule beaucoup dans la houle atlantique. J'avais demandé au plus serein de mes amis marins de venir et on se relayait à la barre et là on se fait donc accueillir par une belle tempête qui au final aura duré 9 jours et 9 nuits jusqu'au Cap-Vert. On ne sait pas pour combien de temps on en a quand ça commence. C'est sûr que ça fait peur. C'est bien d'avoir peur parce que ça permet de se dire qu'on n'est pas un super-héros. Donc à partir du moment où on n'est pas immortel, c'est normal d'avoir peur. En revanche, cette peur, on peut en faire quelque chose d'assez sain et justement pour prendre les meilleures décisions pour avancer. Donc on s'est relayé... 24 sur 24, parce qu'on ne peut pas trop dormir, pas se nourrir. On n'aurait pas pu mieux naviguer, mais il faut de la chance. Et en fait, il faut tenir. Et dedans, il y a des notions de confiance, de concentration. Et voilà. Et se dire, ça va aller. Et en tout cas, je donne le meilleur de moi-même. Je fais de mon mieux et ça va aller. La confiance, surtout. Vous confiez votre vie à chaque fois que vous laissiez Maxime, c'est ça votre coéquipier, naviguer. Ouais. Quand on s'est relayé, moi c'est la première fois que j'avais, quand je passais donc la barre à Maxime,
c'était la première fois que j'arrivais à ce niveau de confiance, c'est-à-dire je lui confiais la barre et aussi ma vie. Et lui, inversement, puisque une erreur de barre, à un moment, on a été pris par une déferlante et le bateau est monté, a fait une chute d'environ 9 mètres, puisque la pointe de bateau est tombée dans l'eau et s'est couchée ensuite. C'est chaud, mais en fait, ce qui comptait pour nous, c'était de savoir si l'autre allait bien. On avait un dedans, un dehors, parce qu'on ne tient pas à deux sur le pont. Et c'est vrai que je me rends compte que l'autre est un élan pour être meilleur, un élan vital. Et finalement, moi, ce qui importait, c'était que Maxime aille bien. J'étais responsable en tant que capitaine, mais je me dis que voilà, cette confiance, il fallait que je la lui accorde, parce que si moi, je restais seule à la barre, j'allais perdre en lucidité et donc faire des erreurs et donc nous mettre en danger. Donc je crois que dans une situation comme ça compliquée, la confiance est vraiment une base, une clé justement pour arriver à la réussite. C'est le même constat sur Terre pour vous, Jean-Michel et Georges. Vous aviez confiance en Georges et Georges, vous aviez confiance en Jean-Michel, et c'est pour ça que vous avez créé cette solution. Oui, de toute manière, dans l'aventure, la confiance, elle est essentielle. Alors, l'histoire, comme 30 ans, effectivement, pour nous, je pense qu'on a dépassé la confiance, le respect, l'amitié. Enfin, je pense que voilà, c'est ce qui a permis de nous unir. Pour ma part, Georges m'a fait confiance en m'hébergeant dans son entreprise. C'était ma contribution, moi, de lui faire bénéficier aussi de mon expérience de 20 ans, de mes autres expériences professionnelles. Et c'est vraiment là qu'on a vu que quand on n'est pas seul, on est mieux accompagné en fait. Ça vous a permis, vous le saviez déjà, mais ça a été de manière plus après, directe après le confinement. On l'a vu aussi avec les acteurs nantais. On a vu que tout le monde s'est uni. Moi, j'ai été heureux d'avoir intégré le réseau Entreprendre, parce que je pense que si je n'avais pas intégré, j'aurais peut-être pas aussi bien vécu cette période telle que je l'ai vécue. Et on a vu des messages très, très forts dans les réseaux, que ce soit la CCI, enfin de faire en sorte que les fournisseurs se fassent payer. Enfin, pour ma part, j'ai senti vraiment cette cohésion nantaise. Et on a la chance dans le bassin nantais d'être majoritairement comme bienveillants. Et c'est là qu'on voit que l'économie tient aussi grâce à cette solidarité. Et je pense que c'est plus qu'important en fait. Et le local l'emportera forcément. Vous êtes d'accord, Yann, sur le local, justement, qui l'emportera toujours, et sur aussi le fait que les entreprises du territoire, il faut innover pour pouvoir passer le cap, aller de l'avant. Et les entreprises du territoire, justement, pendant le confinement, elles ont fait preuve d'innovation. Vous-même, votre entreprise ? Alors, moi, je crois fondamentalement à ce qui vient d'être dit. Alors, il y a deux choses. D'une part, le local est intéressant parce que c'est celui qui va permettre d'avoir la confiance directe. C'est ce que tu as vécu sur ton bateau. C'est-à-dire que quand on se dit on est à côté d'autres personnes qui sont bienveillantes, on a envie de s'occuper d'eux et réciproquement. Et du coup, cette force-là, on sait faire ça à Nantes assez bien. Et donc, effectivement, il faut continuer de l'encourager. Ça s'appelait le jeu à la nantaise. Je ne sais pas comment ça s'appelle maintenant, mais enfin, on a cette capacité en fait à la solidarité et à l'entraide. Et il y a plein de réseaux qui existent, plein d'associations, et puis plein de copains, il ne faut pas hésiter à le faire, et la Chambre de commerce et d'industrie, etc., etc. Puis après, il y a l'innovation, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a un réseau favorable à proximité qu'on est capable tout seul ou en immédiate proximité de trouver des solutions salutaires. Et là, parfois, il faut aller les chercher loin. Typiquement, en fait, une traversée peut se faire entre... la France et l'Irlande, ça peut être chaud aussi, il n'y a pas besoin d'aller très loin. Et pour autant, dans l'écriture de l'histoire que l'on veut faire, il y a un champ des possibles qui n'est pas forcément celui qu'on va identifier immédiatement. Et c'est là où c'est intéressant dans la réflexion, c'est d'essayer de se laisser surprendre par des possibilités qu'on n'avait pas forcément évoquées ou pensées au départ. Et donc ça, c'est travailler les réseaux, échanger avec les uns et les autres, essayer de challenger son idée, se dire que quand ça fait 3 fois qu'on reçoit une idée, enfin une impression négative sur un projet de développement, c'est pas pour ça que la 4e personne ne va pas dire c'est génial. Et donc c'est ce qui se passe. Il faut avoir confiance en qui on est, confiance en ses capacités et confiance en les personnes qui sont susceptibles de pouvoir vous aider. Les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Par contre, celui qui vous conseille et est prêt à payer, lui, il a un intérêt et lui, il va pouvoir vous aider. Essayez de partager, pas vouloir forcément construire tout seul. Là, à un moment donné, dans l'aventure, on se dit, OK, on va se mettre à 2. C'est le cas ici aussi. Donc, il y a des possibilités qui s'offrent comme ça, il faut savoir les saisir. Si je prends le cas spécifique de ma société,
j'avais un projet d'ouverture au Canada. Et donc, forcément, Covid, c'est le bordel. Bon, bah, j'ai ouvert la société au Canada le 23 avril. Donc, en plein confinement, j'y suis toujours pas allé. Il n'y a personne. Mais je suis convaincu qu'il faut y aller et il faut continuer. J'avais un projet de reprise d'entreprise, donc une entreprise à Paris. Et donc, la plupart des deals ont été arrêtés pendant la période de Covid. J'ai acheté l'entreprise et aujourd'hui, ça prend très très bien et je suis très très content. Et au passage, j'ai fait un troisième truc, c'est que j'ai créé une start-up pendant la période de confinement. Il n'y a pas de super-héros, il y a juste d'y croire. Y croire, s'appuyer sur des gens en qui on a confiance, partager. Je crois que le partage est une des notions fondamentales dans les périodes de difficulté. Essayer de se dire qu'on ne sait pas tout. J'étais ce matin à un rendez-vous très intéressant avec un édile et on se disait des choses. Il y a des choses qui sont du domaine de compétence d'une personne et d'autres d'une autre personne. Et si on essaye de les confronter positivement en essayant de tirer la substantifique moelle du propos et la compétence de l'autre, alors on vient s'enrichir. Plutôt que de croire qu'on sait tout, l'adhésion, l'addition en fait des points de vue des uns et des autres va servir à nourrir un projet. Et ensuite, c'est le moteur. Quelle est la nature de mon moteur? Quelle est la puissance que j'ai dans les tripes? Et est-ce que je suis prêt à y aller? Le fait que quelqu'un dise « tu n'y arriveras jamais », c'est mon père qui m'avait dit ça, moi. Tu crées une boîte de conseil, tu n'y connais rien, ça ne marchera jamais. Bon, on est un peu plus de 200 personnes aujourd'hui. Donc ça tombe bien, il s'est trompé, mais ce n'est pas lui qui s'est trompé, c'est simplement parce qu'au fond de moi, je savais que je pouvais le faire. Et je crois que ce qui est le plus important, c'est d'être capable non seulement de se dire ça, mais de ne pas s'obstiner dans des routes qui ne sont pas forcément les bonnes. Il y a des moments où il se passe des choses qui sont compliquées. Ce n'était pas prévu d'avoir 9 jours de tempête, donc on s'adapte, donc on change, donc on fait des quarts, etc. Et je crois que vous vous adaptez, vous vous mettez à deux. Ce n'était pas prévu au départ de créer quelque chose à deux. Et je crois qu'il faut qu'on soit capable aussi d'ouvrir et de s'adapter pour pouvoir trouver des solutions innovantes. Exactement, merci Gilliane. Et c'est aussi, j'ajouterais de revenir à l'essentiel. Effectivement, le partage, la confiance, mais revenir aussi à l'essentiel. Et vous-même, pendant votre parcours, sobriété volontaire, ça a été votre quotidien pendant 5 ans sur son bateau. Donc, pas de moteur, pas d'ordinateur, rien de superflu. C'était vraiment tout petit. Et vous avez pris le temps d'aller écouter et de toucher les vagues pour savoir en fait les conditions météorologiques, de sentir le vent souffler sur votre joue aussi pour savoir de quel bord il arrivait. C'est important aussi de revenir à nos 5 sens. Je trouve que la notion de réduire est pas mal pour arriver justement à être plus fort, plus grand. Je sais pas, c'est pas très logique comme ça, mais en fait avec les bateaux d'aujourd'hui, il y a des ordinateurs qui donnent la route, qui indiquent même quand est-ce qu'il faut changer de voile. Il y a un moteur qui fait tout ça. Au final, quand il y a une panne électrique, on ne sait peut-être plus comment s'orienter, voilà. Et je me dis, en fait, revenir au sens essentiel, ça veut dire réapprendre à se faire confiance aussi en sa mesure, à sa capacité d'analyser et de réfléchir et pour trouver une solution qui permettra du coup de gagner énormément de temps pour être plus efficace. Pour moi, tout ce qui me semblait superflu, même dans le bateau, qui m'encombrait, qui me gênait sur un passage, une transition, un bout qui ne va pas, eh bien finalement, je me délestais de ça et finalement, je gagnais en efficacité. Donc, je pense que ça marche aussi dans ce qui est émotif. L'aventure, tout le monde me dit souvent, c'est génial, c'est une aventure, moi j'aimerais bien. Aujourd'hui, avec la crise sanitaire, on est tous dans cette aventure-là, parce que finalement, c'est quelque chose d'extraordinaire qui comporte une part d'inconnu et qui engage une entreprise. Et donc, on est tous dans cette aventure-là. Et l'histoire, c'est de se dire, OK, alors moi, avec mes petits outils, comment je fais? Et revenir, je pense, aussi à nos sens, à nos capacités de réflexion, permettra d'être très efficace dans l'obtention des solutions. Qu'est-ce que vous avez retenu tous les deux, Georges et Jean-Michel, de cette aventure? Est-ce que c'est le partage, la confiance et c'est aussi un changement dans la philosophie des entreprises nantaises, un changement de la manière de consommer? Oui, je pense que on a tous, on s'est tous dit qu'avec tout ce qui se passait, il y a une nouvelle pensée par rapport à la consommation. Aujourd'hui, nous, je pense que
consommer local, on se rapproche des gens et puis c'est toujours mieux, quoi. Donc aujourd'hui, on pense différemment. Cette épreuve fait que, oui, moi je pense que avec la solidarité de toutes les entreprises qui nous ont aidés, nos clients, tout ça, ça fait un rapprochement et qu'on se dit qu'aujourd'hui, pourquoi aller chercher ailleurs ce qu'on a tout près de la maison, quoi. Il y a un vrai changement aussi, vous le partagez, Jean-Michel, des entreprises nantaises? Oui, on le ressentait déjà un petit peu avant la crise parce qu'on voyait bien la French Fab, enfin tout ça se mettait en place et je crois qu'aujourd'hui c'est encore plus vrai parce que malheureusement on a tous voulu acheter des masques, on a attendu des semaines, on a fait comme on a pu et finalement on a fini par les fabriquer nous-mêmes et on a remis des entreprises au travail qui s'étaient complètement arrêtées grâce à ça aussi, elles ont su rebondir. Donc le modèle économique va forcément changer, enfin en tout cas je l'espère. Et ça rapprochera les gens et le tissu local. Et après ça, je rêve peut-être, mais est-ce qu'il rêve? Je suis convaincu quand même, on le ressent. Je crois que... je ne vais pas me mettre en négation du propos parce qu'il n'y a pas de mauvais propos. Il y a juste une question qui est de dire on ne peut pas tout changer simplement parce qu'il y a une crise pandémique. D'accord ? C'est pas ça la vie. La vie, c'est à un moment donné, on est malade et puis on se réadapte, on se remet debout et puis on continue à courir. Après, ce qu'il y aura peut-être eu, c'est une prise de conscience d'autres questions qui viennent créer un corollaire important, à savoir en l'occurrence la transition énergétique. Et là, je crois qu'on se dit tous, il y a la transition énergétique, tout le monde en parle, et en même temps, on a une pandémie, donc on est confiné et on s'aperçoit qu'il faut regarder plus près que ce que l'on faisait. On a tous visité nos quartiers. On s'est promené à 300 mètres de chez soi et on a découvert des endroits. On s'est dit, waouh, la jolie maison, waouh, le truc, etc. Et ça, c'est quelque chose de nouveau. Et ce qu'on s'est peut-être dit aussi, c'est, oui, si on essaye de consommer un petit peu plus local, alors on va pouvoir créer de l'emploi local. Et c'est ce que j'ai écrit dans un papier il n'y a pas très longtemps. Vous savez, il y a 29 millions de ménages en France. Si on rajoute 1 euro par foyer par semaine, ça fait 29 millions, vous êtes d'accord ? Donc, ce qui fait 58 par quinzaine et ce qui fait 116 par mois, ce qui fait 1,370 milliard par an. Et 1,3 milliard fois 3, ça fait pour 3 euros, c'est donc 4 milliards et c'est 4 milliards, ça correspond à 13 500 emplois. Et vous savez ce à quoi ça correspond ? C'est passer d'une barquette de tomates cerises espagnoles à une barquette de tomates cerises françaises. C'est 13 500 emplois. Et c'est rien. Alors ça, peut-être qu'à force de se le dire, on se dira, ah oui, tiens, est-ce que je peux regarder pour dépenser les 50 centimes de plus par semaine ? Et si jamais on commence à engendrer ça, alors on va effectivement recréer une dynamique d'emploi qui est extrêmement forte. Mais pour ça, il faut avoir confiance. Il faut se dire, est-ce que c'est possible ? Ouais, mais de toute façon, on s'en fout, ça compte pas, c'est 50 centimes. Ben, c'est pas vrai. Le principe de l'effet papillon, c'est celui-là. Avec un petit battement d'aile, on peut créer une énorme tempête et un changement radical dans nos façons d'être, dans nos façons de vivre. Et lesquelles façons de vivre peuvent se modifier, donc créer des opportunités très locales, et ou des opportunités qui le seront moins, mais qui auront un impact écologique et économique très fort. Pour ça, il faut pas rester seul. Encore une fois, il faut essayer de raisonner. Et ce que vous faites ici, venir à des forums, challenger ses positions, challenger sa manière de voir les choses, être en humilité, c'est ce que tu nous montres, je crois, ce soir, et c'est extrêmement intéressant. Et ensuite, ne jamais rester seul et travailler dans les réseaux. Être dans les réseaux, ne pas se faire abandonner, ça a été évoqué avec Réseau Entreprendre, ou la CCI, ou des associations locales, pour pouvoir se donner des idées. Je crois qu'il faut s'ouvrir et se donner des idées pour trouver de la créativité, pour faire le pas de côté pour nos entreprises et créer de l'emploi. Quel est votre projet à tous les deux, Jean-Michel et Georges ? Continuer à vendre vos bornes à pédales en gel désinfectant ? Pour ma part, ça n'a jamais été l'idée. L'idée, c'était vraiment de servir le local et de rebondir aussi économiquement pour l'entreprise à Georges. Parce que moi, je suis dans le nettoyage, donc contrairement à ce qu'on pense, on n'a pas eu non plus l'effet rebond, multiplier le chiffre d'affaires par 2, par 3, parce que ça, c'était vraiment une idée reçue. Ça dépend des segmentations. Pour Georges, l'idée, c'était quand même d'assurer le maintien de l'emploi. Il y avait comme 27 salariés. Et c'était au moins de se dire d'ici la fin de l'année de préserver l'emploi. Je pense qu'aujourd'hui, chose faite, parce qu'en plus, tu lances des recrutements. Oui.
Oui. Donc, je sais pas le nom, mais je crois que... On est en recrutement aussi bien dans le montage, dans l'atelier et puis dans le commerce aussi. On veut essayer d'aller encore un peu plus loin que ce qu'on a aujourd'hui. Et vous allez y arriver grâce à votre optimisme, grâce à la confiance, grâce à tout ce qu'on s'est dit là ce soir. Oui, je pense que oui. Capucine Trochet, et vous, quels sont vos projets? Repartir en mer dans des conditions très spartiates comme avant? Oui, alors je devais repartir à bord Taratari qui est en Guadeloupe en ce moment et remonter vers Miami puis New York. Mais vu la situation, c'est un peu compromis. Donc je m'adapte et je travaille sur un deuxième projet d'expédition pour aller à la rencontre des mers plus proches, locales, des mers européennes, pour aller à la rencontre de pays, parler du fait que c'est joli de parler de culture, de littérature pour souffler un petit peu. Je prépare le plan B et puis le penser s'il faudra. Mais voilà, dans la tempête, je me dis que une vague que je me prends dans la figure, ça ne reste que de l'eau, donc je vais sécher. Et, ça ne va pas durer longtemps. Et puis, je me dis aussi certaines personnes peuvent se révéler dans les moments difficiles. Et donc, il faut en effet partager, faire confiance et se faire confiance. Voilà, donc je ne sais pas comment ça va se passer, mais ça va aller. Et puis, je pense que le mot de la fin, c'est l'aventure n'a pas besoin finalement d'être extrême pour être intense. Et dans la vie, on peut être heureux finalement avec pas grand-chose. Il faut se recentrer sur l'essentiel, aller vers les autres, effectivement, avoir confiance, partager, c'est essentiel. Et il ne faut pas avoir peur du changement. Nos trois invités ce soir en sont la preuve. Donc, vous aussi, il ne faut pas avoir peur du changement et vous pouvez vous révéler. Merci à tous les trois ce soir. Merci je laisse le mot de la fin à Yann Trichard pour après se retrouver pour un cocktail assis, conditions sanitaires obligent. Mais avant, vous pourrez poser quelques-unes de vos questions. Oui, c'est ça. On va passer une petite. Peut-être il y a des questions à poser, en particulier, je pense, à une grande navigatrice aventurière qui ne veut pas l'être, mais enfin qui l'est quand même. Enfin, c'est toujours un peu impressionnant. Moi, je voulais juste dire s'il y a une motivation particulière. J'ai deux mots. Un, il y a deux grandes catégories de personnes qui se dessinent en ce moment. Hein, les recroquevillés et les offensifs. Il faut choisir de quel côté on est. Le recroquevillé, il a peur. Il se dit je ferme tout et j'attends que ça se passe. Et pendant ce temps-là, les offensifs, eux, n'attendent pas effectivement que ça se passe et décident de dire effectivement, et là c'est ce que tu viens de dire en disant je vais recruter un commercial. Et on a une chance inouïe en France cette année, c'est que l'État a décidé en l'occurrence de faire en sorte de créer un plan de relance de 100 milliards, je vais y venir dans un instant, et aussi de faire en sorte que l'alternance soit quasiment à coût zéro. Et on parlait de confiance, mais pour qu'un pays ait confiance, il faut qu'on n'abandonne pas sa jeunesse. Et donc, tous, ici, vous êtes tous là, vous pouvez tous prendre des alternants. Et c'est important. Au-delà de ce que ça va vous apporter directement, parce que ça va vous obliger à vous mettre en mouvement et à réexpliquer qui vous êtes, réexpliquer comment vous travaillez, expliquer vos processus et peut-être donc les rechallenger en vous apercevant que c'est difficile de les expliquer. Ça veut dire qu'ils ne sont pas fluides. Et donc, c'est extrêmement intéressant. Et accessoirement, donc ça va vous aider. En commerce, en production, en logistique, en n'importe quoi. Il y en a énormément et les malheureux ont du mal à trouver du boulot et je ne comprends pas parce qu'au maximum, une fois que vous avez reçu la prime, ça coûte maximum 200 € par mois. Donc franchement, prendre un Master 1 là-dedans ou un BTS, peu importe, en fait, vous allez avoir quasiment à coût zéro quelqu'un qui va venir vous aider et à qui vous allez donner un brin de confiance. Cette confiance-là, elle va vous la donner et ça va vous créer une motivation complémentaire. Premier point. Deuxième point, c'est le plan de relance. 100 milliards, ça veut dire que dans plein de domaines, il va y avoir du financement à aller chercher. Et ça, c'est pas très naturel pour un chef d'entreprise, ce que j'expliquais à des élus dernièrement. Et en fait, la difficulté, c'est que on ne sait pas ce qu'on peut faire, on ne sait pas comment on peut faire, comment je peux aller chercher pour ma boîte. Bon, on va essayer de travailler de manière extrêmement concrète. Là, pour le coup, on est en train de recruter quelqu'un pour s'occuper spécifiquement de ça à la CCI, pour essayer de vous accompagner. Soyez à l'écoute, participez au webinaire qu'il va y avoir sur le sujet, par filière, pour essayer de comprendre comment vous pouvez créer un dossier et pouvoir tirer de ces subventions ou de ces financements qui vous permettront d'investir dans l'avenir. C'est aussi une partie de la confiance qu'il faut essayer de construire. Voilà. Et là, ce que je vous propose maintenant, effectivement,
c'est que s'il y a des questions, que vous puissiez effectivement nous interroger avant qu'on aille faire cet apéro super sympa assis. On vous écoute. Allez-y, monsieur. Oui, bonsoir. Donc la question s'adresse à la navigatrice. Désolé. J'avais deux questions. La première est, je pense, assez facile. C'est comment on se retrouve à acheter un bateau qui vient du Bangladesh quand on est en Bretagne? Ça, c'est la première question. Et la deuxième, c'est finalement, est-ce que ça vous paraît pas être un plus grand défi, je choisis le mot volontairement, finalement, la vie quotidienne, quand on a eu une maladie assez importante, avec des enfants, etc., que finalement de partir à l'autre bout du monde dans un petit bateau? Alors, la première question, c'est... Oui, je comprends qu'on puisse se poser la question. En réalité, ce petit bateau, donc c'est quand le chirurgien que je vois à Paris me dit on va t'opérer, donc ça clôt mes possibilités de qualification pour être au départ des courses, je rencontre peu après Corentin de Châtel-Perron qui avait rejoint Yvemar, un entrepreneur au Bangladesh qui a un chantier naval. Il construit des petits bateaux pour les pêcheurs qui, en fait, comme tout le bois du Bangladesh est exporté, ils n'ont plus les moyens de fabriquer leurs bateaux avec leur propre bois. Donc Yvemar, lui, importe de la fibre de verre et fabrique des bateaux de pêche qui sont donc sûrs et fiables. Corentin, lui, s'est dit, donc il était bénévole, s'est dit en voyant des champs de jute, le jute, donc on fait les sacs de pommes de terre, les sacs postaux, enfin on le faisait puisque finalement on ne se sert plus de cette matière première. Le pétrole a remplacé tout sur les sacs, etc. Et donc ces champs-là, cette matière première ne servait pas. On s'est dit, est-ce qu'on ne peut pas se servir de cette matière première pour faire quelque chose, un matériau technique à l'instar du chanvre, du lin en Europe, en France. Et voilà. Et l'idée, c'était pour voir si ça marche, c'est d'essayer. Donc avec l'aide d'Yvemar, de Marc Van Petegem, donc du cabinet d'architecture VPLP, ils ont construit un prototype avec 40% de jute et de la résine polyester et des morceaux d'acier ou tuyauterie de cargo sur les chantiers de démolition qu'il y a à Chittagong au Bangladesh. Donc le mât, c'est une tuyauterie, le hublot d'entrée dans le bateau, c'était un hublot de cargo, voilà. Et donc déjà, c'était déjà fait avec de la récup. Forcément, ça n'a pas forcément tenu. Lui a fait tout un trajet en mer pour rallier la France. Et là, il devait repartir au Bangladesh pour suivre ses recherches. Parce que là, il a acheté des rouleaux de jute dans la rue de Dakhla. Et donc, nous, on se rend compte, moi, je fais un peu la tête. Il me dit, qu'est-ce qui t'arrive? Et je dis, je viens d'apprendre que mon projet tombe à l'eau. Donc, c'est un peu dur. Et je lui dis, toi, tu fais une drôle de tête. Il me dit, je vais repartir pour suivre mes recherches sur le jute et je ne sais pas ce que je vais faire de ce bateau. Je dis, écoute, moi, je vais partir, je vais m'occuper du bateau et puis je vais faire ma course avec. Ce qui est quand même, il faut le dire, Taratari est le bateau le plus lent du monde, je pense. Donc, c'était, voilà. Et en fait, on a dit, tape là et on rigolait, mais je crois qu'au fond, nous, on savait que le projet était tout à fait sérieux. Et puis, la suite, voilà, on la connaît. Ça, c'est pour la première question. Et la deuxième... Oui, alors le défi, j'aime pas toujours ce mot, évidemment. Encore là, je crois que j'aime bien accueillir en fait la situation et faire quelque chose avec et avancer en m'adaptant à ce contexte. Alors moi, je suis fille d'expatriés, on a toujours déménagé pour des raisons professionnelles de mon père. Donc j'ai grandi là-dedans en m'adaptant à d'autres cultures. Quand on déménage de Bruxelles à Barcelone, ça peut être simple et un avion. Non, nous, on a pris la voiture, on a traversé 13 pays en Europe de l'Est pour comprendre que déménager, c'était changer de culture, c'était passer par là, là et là et comprendre ce qui se passe. On dormait chez l'habitant. Donc mes parents, moi, m'ont déjà inculqué ces notions et on en parlait tout à l'heure avec une amie, de respect pour tout le monde et ce qui fait que c'est facile, on va dire, de voyager, de s'adapter quand on a cette notion de respect. Et oui, c'est compliqué. Ce qui m'a frappée en rentrant là, en France métropolitaine, c'était l'agressivité de tout. Et justement, le manque de confiance et donc la défiance et tout enfin, moi, ça me surprend parce que je ne le comprends pas du tout.
ce manque de respect. Donc, est-ce que c'est un défi? Je ne sais pas. J'essaie de m'adapter à ça, mais pas d'une manière justement levée de bouclier dans l'agressivité, mais plutôt essayer de comprendre le malaise. Parce que parfois, il suffit juste d'être un peu à l'écoute pour débloquer une situation et, voilà, et commencer une conversation en se disant bonjour et pas oui, et donc, moi, j'ai besoin de ça et de comprendre. J'ai appris au bout de 10 mois en mer qu'en fait, mon problème, c'était une maladie qui s'appelle le syndrome des lèvres dans l'autre, qui est un truc qu'on ne soigne pas, si ce n'est avec de la morphine, parce que c'est la douleur et la fatigue chronique, etc. J'ai demandé à Garches, qui est le centre de référence, est-ce que je vais mourir de ça? On m'a dit non. J'ai dit très bien, je vais continuer à vivre avec. J'ai perdu assez d'énergie déjà à supporter mes douleurs. Si en plus je mets de l'énergie à être malheureuse à cause de ça, non, c'est trop de place. Donc je laisse de la place à cette maladie et je l'accueille en fait. Et avec elle, on va avancer comme on peut. Et ce que je ne peux pas faire à cause d'elle me permet quand même de faire des tas de choses grâce à elle. Parce que c'est grâce à ça que je suis calme, parce que j'ai pas l'énergie pour me perdre dans des choses qui sont compliquées. Et c'est comme ça que j'arrive à distinguer, par exemple, ce qui est d'ordre du problème ou de la contrariété. Pour moi, le problème, ça va être de mourir. Et donc, le reste, c'est finalement vite une contrariété et donc à une solution. Et donc, voilà, c'est cool. C'est bien de râler, mais je pense qu'en fait, déjà, il faut respirer. Face à une situation compliquée, on se met vite en apnée. Donc déjà, respirer, boire une gorgée d'eau, puis se dire que ça peut le faire. Et voilà. Après ce beau témoignage, ouais, vous avez une autre question. Allez-y, monsieur. Bonjour. On a commencé ce forum par une petite manifestation juste en face du bâtiment. Il se trouve que ce sont des militants qui sont contre un projet industriel actuel d'ampleur en Loire-Atlantique, qui est le site du Carnet et bon, un autre projet à Donge, mais majoritairement le site du Carnet, qui est actuellement occupé en fait par des militants pour empêcher la réalisation de ce projet. Ma question c'est: est-ce que ce type de mobilisation citoyenne est un obstacle? Est-ce que c'est peut-être une opportunité pour créer un projet qui soit peut-être plus adapté? Selon vous, comment agir face à ce type de crise? C'est à moi la question là. C'est la Capucine, elle trouve toujours des solutions, c'est ce qu'elle a dit. C'est juste une contrariété. J'ai envie de passer la question à Capucine. Non, je vais utiliser le propos pour la réponse. C'est une contrariété naturellement. Non, en fait, moi je trouve que toutes les formes d'expression sont utiles dès lors qu'elles sont pacifiques. C'était le cas. Et je suis anti-zadiste par construction, puisque je trouve que l'occupation n'est jamais une solution. Donc ça fait déjà deux choses qui sont un peu particulières. Mais là, c'était une manifestation pacifique. Et du coup, forcément, ça interpelle quand des gens sont opposés à un projet. Quelles en sont les raisons? Vraisemblablement, la première, c'est qu'il y a eu une mauvaise explication du projet. Et donc, c'est un projet qui est porté par le Grand Port Maritime. Donc, c'est pas à moi de défendre la nature du projet. Pour autant, je pense qu'il faut en tirer des enseignements et essayer d'être plus pédagogue dans la nature du projet. Si jamais cette pédagogie n'est pas suffisante, c'est peut-être que le projet n'est pas adapté. Et donc, il faut effectivement faire ce pas de côté pour trouver un projet qui va aller plus dans le sens. En tout cas, ça mérite très certainement des éclairages pour qu'il soit plus transparent. Est-ce que ici quelqu'un est capable de définir dans le détail quelle est la nature du projet au Carnet? Je pense que non. Enfin, je veux dire, il faut vraiment être un hyper spécialiste parce qu'il n'y a pas jamais la presse n'a parlé du détail de ce projet-là. Donc, je pense que la discussion permettra de trouver des solutions qui amènent quand même à la logique générale qui consiste à créer une filière autour des énergies renouvelables, ce qui, sur le papier, paraît plutôt être une bonne idée. Donc après, il faut voir quelle est son exécution opérationnelle pour voir effectivement si ce ne se fait pas aux dépens d'autres choses de manière trop grave et préjudiciable pour la dite nature. Voilà. Eh bien, merci à tous et on va se retrouver pour le cocktail assis, conditions sanitaires obligent.